on accueille maintenant donc Cyril Delpierre, qui est épidémiologiste, directeur de recherche à l'INSERM et directeur du Centre d'épidémiologie et de recherche en santé des populations, le CERPOP, à Toulouse. Merci. Merci Cyril. Oh, je pense que ça va aller. Hop. Je mets juste mon timing. Donc, merci pour me donner l'occasion de vous faire un petit peu ce panorama des inégalités sociales de santé. Je vais reprendre pas mal de points qui ont été aussi évoqués par François. Je vais moins me concentrer sur les inégalités territoriales, mais plus sur les inégalités sociales. Mais vous verrez qu'il y a des choses qui sont communes. Un premier point qui est important pour moi, c'est que quand on parle d'inégalités sociales de santé, on parle de différences systématiques évitables et importantes. Le fait que ce soit systématique, c'est pour ça qu'on parle d'inégalité et pas de différence dans le domaine de la santé. Et donc, premier point important, ça nous concerne toutes et tous. Les inégalités sociales de santé, ce n'est pas parler d'une population qui serait précaire versus le reste de la population qui ne serait pas concernée. Et même quand on parle de précarité, je vous ai juste ici mis des éléments de définition de population précaire au pluriel qu'on peut évoquer. Si vous vous intéressez par exemple aux populations sans domicile fixe, on estime que c'est 300 000 personnes en France, donc c'est les données de la Fondation Abbé Pierre en 2023. Si vous vous intéressez aux ménages qui perçoivent un minimum social en 2022, c'est 4 millions de personnes. Et si on s'intéresse à la population qui vit sous le seuil de pauvreté, on est à plus de 9 millions de personnes. Donc vous voyez même que quand on utilise le mot précaire, les populations auxquelles on s'adresse sont vraiment très variées. Donc finalement, les inégalités concernent l'ensemble de la population et donc on est tous et toutes concernés. On les mesure classiquement par la position socio-économique. Donc le niveau d'éducation, la catégorie socio-professionnelle ou les revenus. Mais comme ça a été dit dans une question, ça ne sont pas les seuls déterminants des inégalités. Il y a aussi le genre, l'origine ethno-raciale, l'orientation sexuelle, le handicap. Ce sont des dimensions importantes. Dans le champ de l'épidémiologie, elles sont un petit peu plus difficiles à étudier, notamment l'origine ethno-raciale. Le genre, comme l'a dit François, on le fait de plus en plus et depuis longtemps. En général, dans les dossiers médicaux, partout, vous avez âge et sexe. Vous n'avez pas forcément les autres éléments. C'est plus compliqué, par exemple, d'avoir le niveau d'éducation que d'avoir le sexe à la naissance quand on s'intéresse aux inégalités. Donc voilà à peu près le panorama. Mais bien sûr, elles sont toutes importantes, ces dimensions, et évidemment, elles s'entrecroisent. Donc je vais dire un gros mot, mais on fait aussi de l'approche intersectionnelle. On mélange ces dimensions, puisqu'évidemment, elles se cumulent, elles se potentialisent, parfois elles s'annulent, et donc c'est intéressant à étudier. Un deuxième mot important, c'est le gradient social de santé. Ça a été évoqué par François. Qu'est-ce que je vous présente sur ces diapositives qui sont un peu loin? En fait, vous voyez qu'il y a différentes couleurs. Ces différentes couleurs, ça représente différentes catégories socio-économiques. Vous avez le bleu, ce sont les cadres et professions intermédiaires pour le bleu ciel. Et quand vous allez vers le rouge, c'est artisans, commerçants, employés. Et gris, c'est ouvriers. Vous voyez que chez les hommes, comme chez les femmes, le plus haut, ce sont les cadres. Et les plus bas, ce sont les ouvriers. Et donc, vous voyez aussi que, vous ne voyez pas, donc je vais vous le dire, qu'on part des années 76-84, donc années 80, jusqu'en 2022. Donc vous voyez que les inégalités, elles ont augmenté, l'espérance de vie a augmenté, ça plafonne depuis les années 2010, donc c'est pas vrai de dire qu'on augmente encore l'espérance de vie d'année en année, ça n'est plus vrai. Et on voit que ces inégalités, ces écarts entre les groupes, ne se sont pas réduits sur les 30 ou 40 dernières années. Donc les inégalités sociales de santé, ça fait longtemps qu'elles existent, on sait plein de choses et ça fait longtemps qu'elles perdurent, voire qu'elles s'accroissent. Et après, il y a un autre point sur cette diapositive, c'est que les hommes ont une espérance de vie plus courte que les femmes, on pourra y revenir, et c'est du genre, hein, c'est pas du sexe à la naissance, c'est pas génétique. C'est encore plus marqué avec le niveau d'éducation. Et donc c'est sur la droite que je voulais attirer votre regard. Ce sont des données récentes qui regardent l'évolution des inégalités depuis les années 90. Et on voit que l'espérance de vie à 35 ans entre les cadres et les ouvriers, quand vous regardez ce qui s'est passé chez les femmes, elle a augmenté modérément au niveau socio-économique, donc de 2,6 ans à 3,4 ans. Elle diminue chez les hommes et vous voyez surtout que le niveau d'études qui est en bas confère des inégalités qui sont vraiment très très marquées, puisque chez les femmes aujourd'hui, on a un écart en fonction du niveau d'études de 5 ans d'espérance de vie, alors que cet écart était de 4,8 ans, alors un tout petit peu moins dans les années 90, et chez les hommes c'est 8 ans. Donc c'est ce qui est en bas à droite. Donc on a 8 ans d'écart d'espérance de vie en France, à 35 ans en fonction du niveau d'études. Donc j'ai insisté beaucoup sur le niveau d'études parce que c'est pour moi le marqueur central des inégalités sociales en France. Je ne dirais pas la même chose aux États-Unis.
Mais en France, c'est vraiment le niveau d'études. On est un pays très, très inégalitaire en termes de niveau d'études. La probabilité d'avoir un diplôme quand ses propres parents n'ont pas de diplôme est vraiment très compliquée en France par rapport à nos voisins européens, par exemple. Et ces inégalités, elles se construisent depuis le début de la vie. Qu'est-ce que ça montre ce schéma ? Très simplement, les 5% les moins aisés versus les 5% les plus aisés, comment ils meurent ? Et l'INSEE a regardé comment on mourait au cours de la vie. Pas de scoop, on a une surmortalité juste après la naissance. Ce risque de mortalité décroît, l'adolescence arrive, ça augmente. Puis plus on vieillit, plus on a un risque de mourir, c'est pas un scoop. Vous voyez que cet écart entre le bleu et le orange existe depuis le début de la vie. Donc Didier Fassin parle d'incorporation, nous aussi on utilise le mot incorporation, on incorpore ces inégalités. Dès le début de la vie, on n'est pas sur les mêmes trajectoires. Alors évidemment, je parle à l'échelle des populations, je ne fais pas de la prédiction individuelle. Mais elle s'aggrave, donc elle se constitue dès le début de la vie. Et Madame Chaumin en a parlé, je parle d'inégalité de mortalité, mais il y a aussi des inégalités sociales de morbidité. Bien évidemment, on ne meurt pas de rien, on meurt de maladie. Et là, vous avez des gradients. Donc vous voyez ces droites là comme ça, ce sont des gradients. On a comparé le décile le plus riche aux autres déciles de revenus dans la population. Donc vous avez le décile 1, c'est le plus pauvre, 2, 3, 4 jusqu'au décile le plus riche qui est le 10. Quand vous comparez ce qui se passe, vous voyez que vous avez des droites. Donc plus votre décile de revenus décroît, plus votre risque de maladie avec un S augmente. Et ces maladies, ici, vous avez, sur la droite, c'est les maladies du foie et du pancréas. Puis juste à côté, vous avez le diabète. Puis à côté, vous avez les maladies respiratoires chroniques. Puis à côté, les maladies psychiatriques. Puis les neurodégénératives. Puis les cardiovasculaires. Bref, vous avez des inégalités partout. Vous pourriez me dire, la bonne nouvelle, c'est ce qui est à gauche. Ce sont les cancers, c'est super. Il n'y a pas d'inégalité sur les cancers. Là, je parle d'incidence. Et donc, il y a des cancers plus fréquents chez les personnes favorisées et moins fréquents chez les personnes favorisées. On pourra en discuter si vous voulez, c'est notamment lié à des dépistages. Mais quand vous regardez la mortalité, malheureusement, le panorama est toujours le même. Là, vous avez les inégalités de mortalité liées au cancer chez les hommes et chez les femmes. En France, par rapport au reste des pays européens, vous voyez que la France, sur la gauche, se caractérise avec des inégalités très marquées. On est derrière la Suède, la Finlande, l'Italie, la Suisse, l'Angleterre, l'Autriche, la Norvège. Donc si vous pensez qu'on est bon, c'est pas vrai. Et on est particulièrement mauvais chez les hommes. Et vous voyez qu'après, ces boules jaunes, grises et bleues, ce sont les niveaux d'études. Jaune, c'est haut, gris, c'est intermédiaire et bleu, c'est bas. Vous voyez que les écarts entre ces ronds sont notamment marqués en France. Donc, deuxième point, arrêtons de parler d'espérance et de moyenne. On a parlé de la sexualité des Français, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est un homme, c'est une femme ? Ensuite, c'est quel milieu social ? On parle du taux d'obésité, Santé publique France a publié le taux d'obésité, on l'a eu par âge, on l'a eu par sexe, pas par catégorie sociale. Arrêtons de donner des résultats en moyenne, donnons ces résultats par niveau socio-économique. Et autrement, on dit quelque chose qui n'est pas vraiment représentatif de la situation. À quoi c'est dû ces inégalités ? Elles sont dues à ce qu'on appelle les déterminants de la santé. Donc François en a parlé. Il y a les déterminants socio-économiques de la santé, pour faire simple. Dedans, vous allez y trouver les comportements. J'y reviendrai, ils ne sont pas individuels. François en a déjà parlé. Environnement physique et matériel, les facteurs physiques, chimiques. Par exemple, l'air qu'on respire dans cette pièce lié à mon travail, est-ce qu'il est bon pour la santé, mauvais pour la santé ? Les facteurs chimiques, ce qu'on va manger, les facteurs spatiaux, là on voit de l'herbe, on voit... voilà, tout ça, ça va jouer sur notre santé. Il y a aussi les expositions psychosociales qui sont liées aux relations sociales que l'on a, aux traits de personnalité, aux contraintes organisationnelles. On parle beaucoup par exemple de burn-out qui sont liées à la façon dont l'organisation du travail est menée, qui vont jouer aussi sur la santé. Les inégalités perçues aussi. Et enfin, vous avez l'accès aux soins, le système de soins, donc ce qu'on appelle nous biomédicaux pour être un petit peu plus large, et on fait la différence entre le soin et la prévention qu'on dit médicalisée, qui vont être un accès au dépistage. Pour fixer les idées, les déterminants socio-économiques, ça a une influence majeure sur l'incidence des maladies. Ce sont les déterminants principaux du risque de développer une maladie. Ça a été dit par François. Quand on s'intéresse au système de soins, ça a une influence forte sur les prises en charge. Mais si on veut empêcher que les gens soient malades, c'est pas par le système de soins que ça va marcher. En France, on est basé sur « c'est pas très grave, les gens sont malades, on va les soigner ». C'est un peu notre modèle de pensée. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Ça marche bien quand on est juste après-guerre, avec des maladies qui sont principalement des maladies infectieuses, qui ne durent pas longtemps en termes de séjour hospitalier. On n'y est plus du tout. C'est des maladies chroniques qui durent très longtemps avec une population qui vieillit. C'est plus du tout le bon modèle. On a parlé des comportements dits individuels. Ça, vous le savez autant que moi. Ça, c'est la prévalence de tabagisme depuis les années 2000, jusqu'en 2022.
on voyait qu'à peu près dans les années 2000, on était tous à peu près autant fumeurs, je dirais, en fonction du niveau de diplôme, on était autour de 30%. Vous voyez les triangles, c'est aucun diplôme, et ce qui est rose, c'est le niveau supérieur au bac. Donc vous voyez qu'ils fumaient pareil dans les années 2000, à peu près 25 à 30%. 22 ans après, qu'est-ce qui se passe ? La population qui a un niveau supérieur au bac a une prévalence tabagiste de 17%, et pour ceux qui sont inférieurs au bac ou aucun diplôme, on est à 31%. Donc aujourd'hui, on a 15 points d'écart de pourcentage. Voilà ce qu'on a réussi à créer en 22 ans. Je suis provocateur en disant ça, mais la prévention qu'on met en pratique depuis 22 ans, voilà ce qu'elle crée. Si vous le dites en moyenne, vous allez dire c'est super, on a 25% de gens qui fument. Mais moi, ce n'est pas le bon sujet. C'est 17 versus 30. Et là, je ne vous parle que du niveau d'études. Ça marche aussi avec les revenus, ça marche aussi avec la catégorie socio-professionnelle. Si vous vous intéressez au chômage, on a 45% de tabagisme aujourd'hui dans la population qui est au chômage. Je vous l'ai montré sur le tabac, ça marche aussi avec l'obésité. Là, vous voyez l'obésité depuis les années 97 jusqu'aux années 2020. Vous voyez que ça a tendance à aller vers le haut et la droite de la diapositive. Donc en fait, le taux d'obésité augmente. Mais il n'augmente pas de la même façon en fonction des groupes sociaux. Tout en bas, vous avez les cadres en rose, ce qu'on voit à peine. Et puis plus ça devient bleu, plus on a une catégorie socio-professionnelle qui est moins favorisée. Puisque tout en haut, vous avez les ouvriers. Vous comprenez bien qu'avec ce que je vous ai montré sur le tabac et sur l'obésité, ce ne sont pas les gens individuellement eux-mêmes qui décident de se mettre à fumer. Non, ils ont des comportements qui sont liés au groupe, comme l'a dit François, auquel ils appartiennent. Et donc en fait, cette notion de groupe et ce comportement dit individuel, c'est une erreur de le penser. Et c'est vraiment, ces graphiques-là sont très inspirants et la preuve que ces comportements ne sont vraiment pas individuels, au sens où des décisions purement individuelles. Je vais passer vite sur les comportements, je vais m'intéresser maintenant aux déterminants socio-économiques qui sont les environnements physiques et matériels. Là, vous avez une représentation de ce qu'on peut mettre dans l'environnement physique. Le fait de vivre dans une ville, le fait de vivre à la campagne où on est moins exposé à certaines pollutions, mais peut-être plus à d'autres, notamment par exemple les pesticides, la façon dont on travaille avec l'open space qui est en bas. Cette diapo est un peu lourde, je ne vais pas toute la lire, mais c'était juste pour vous dire que quand on regarde la littérature et quand on s'intéresse aux synthèses de la littérature, qu'est-ce que dit la synthèse de la littérature par rapport aux expositions liées à différents types de pollution ? Que ces expositions, elles sont socialement différenciées. Ce n'est pas un scoop, il y a un lien entre position sociale, moins favorisée, et exposition chimique, notamment à la pollution de l'air. Donc il y a plus de risques d'être exposé à un air pollué quand on est d'un milieu social moins favorisé. Il y a plus de risques également d'être exposé à des températures élevées. Et il y a plus de risques d'avoir une qualité de l'environnement du bâti qui est moins bonne, avec moins d'accès aux espaces verts, moins d'accès aux services publics, une qualité du bâti qui va être moins bon. François l'a dit aussi, ça c'est assez nouveau en recherche. Il y a aussi une susceptibilité différentielle. C'est-à-dire qu'à même exposition, on n'a pas le même risque de faire des événements. On l'a bien vu sur les pics de pollution. Même niveau de pic de pollution, la population qui va aller aux urgences, par exemple, qui va avoir des troubles liés à cette pollution, va plus être observée dans des milieux socialement moins favorisés. Parce que comme elle cumule d'autres risques à côté, ce niveau de risque qui est lié par exemple à la pollution de l'air va venir se cumuler à d'autres risques et donc avoir un effet plus délétère. Si je le redis différemment, fumer 20 clopes par jour c'est mauvais pour tout le monde, mais encore plus quand on cumule d'autres risques. Donc ça c'est assez nouveau en épidémio, on essaye de l'étudier, c'est pas que simple à étudier. Voilà, mais donc l'impact des températures élevées ou de la pollution de l'air est plus grand. Et bien sûr, il y a des enjeux en termes de recherche sur les types de populations, sur comment on combine ces expositions, mais j'en parlerai pas là, c'est pas le sujet du jour. Il y a aussi donc les expositions psychosociales qui sont pour moi le grand oublié quand on parle des inégalités. C'est le stress, pour faire simple. Donc c'est une activation de l'axe hypothalamo-hypophysaire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas être stressé, puisque le stress, c'est quand même une réaction de survie. C'est-à-dire que s'il nous arrive une menace, ici, il va falloir qu'on réagisse. Deux choses l'une, soit on se bat, soit on s'enfuit. Mais dans les deux cas, il va falloir que je mobilise mon énergie et que je m'y mette. Mais ça ne doit pas durer longtemps. Cet état-là, il ne peut pas durer longtemps. Parce que des chamboulements de l'organisme qui sont délétères. On se met en suractivation et si ça dure trop longtemps, c'est pas bon. Et donc le stress chronique devient problématique. Et ça a été démontré. Il y a des évidences d'un lien entre niveau socio-économique et stress biologique. Donc stress perçu et stress biologique. Et quand on parle de stress psychosociaux, il y a des travaux qui ont mis en avant l'importance de l'adversité durant l'enfance, le fait d'avoir eu des traumas, le fait d'avoir eu des abus, le fait d'avoir été exposé à des situations durant l'enfance de négligence par exemple. Il y a aussi les contraintes organisationnelles. Je parle des contraintes au travail, mais par exemple le harcèlement scolaire va laisser des traces.
les situations de discrimination, j'aurais dû mettre un S, et les inégalités perçues aussi. Le fait de se percevoir comme étant délaissé, déclassé, ça joue aussi sur la santé via ces mécanismes. Donc ça, c'est un modèle qu'on a développé dans l'équipe. Finalement, si je schématise, comment le social peut influencer la biologie par deux grands mécanismes. Par mon milieu social, je vais être exposé à je vais être plus sujet à des expositions matérielles et comportementales, donc qui vont faire rentrer des molécules externes dans mon corps. Le tabac, c'est pas mauvais en soi, hein. C'est ce qu'on fume qui est toxique, et donc on fait rentrer des toxiques dans notre corps. C'est pareil avec la qualité de l'eau qu'on boit, ce que l'on mange, etc. À côté de ces expositions matérialistes et comportementales, il y a les expositions psychosociales qui sont liées aux relations sociales, aux contraintes professionnelles. Je n'ai pas besoin de molécules extérieures pour agir sur votre santé dans ces cas-là. Le simple fait de vous dire que tous les jours vous êtes bon ou bonne à rien, que finalement vous servez à personne, que personne ne tient à vous, ça suffit à vous rendre malade. Par des mécanismes qu'on sait bien identifier aujourd'hui. Et vraiment, pour boucler la boucle, l'ensemble de toutes ces expositions, c'est ce qu'on appelle beaucoup aujourd'hui l'exposome. Si vous avez déjà vu ce terme, c'est ça qu'on met derrière le mot exposome. Alors les soins, ça a été bien évoqué par François, c'est juste pour insister sur ce qu'il a dit. Là, c'est un travail de l'OCDE en haut qui se dit qu'est-ce qui se passerait si on augmentait de 10% les dépenses de santé, si on baissait de 10% le tabagisme, si on baissait de 10% l'alcool, si on augmentait de 10% l'alimentation saine. Bon, bref, vous avez compris. J'augmente de 10% tout ce qui est en haut. Voilà, et je regarde l'impact que ça a sur l'espérance de vie. Si on augmente les dépenses de santé, on augmente l'espérance de vie de 3 mois et demi. C'est bien. C'est pas rien. François l'a dit. C'est pas rien. Mais quand on regarde l'éducation, c'est à peu près pareil. Si on rajoute l'éducation au revenu, on est à 5,5, donc bien plus que l'augmentation des dépenses de santé. En France, je vous mets au défi, si jamais vous avez entendu un ministre de la Santé, voire même un Premier ministre dire que pour améliorer l'espérance de vie, il allait augmenter les revenus et augmenter le niveau d'études moyen en France, je prends. Ça n'existe pas. Parce qu'en France, la prérogative santé, c'est le ministère de la Santé, c'est principalement du soin. Et donc évidemment, ça fait réfléchir les choses de manière différente. L'éducation est un moyen, par exemple, de gagner en littératie en santé, d'avoir un meilleur contrôle sur sa vie. C'est pas uniquement apprendre un métier. On ne parle pas tout à fait de la même chose. Et quand on regarde ça de manière un petit peu plus fine, nos collègues québécois ont regardé ce qui s'était passé sur les 30 ans de gains d'espérance de vie du siècle dernier, qui est quand même une super nouvelle. Qu'est-ce qui était attribuable au système de soins? Qu'est-ce qui était attribuable aux conditions de vie? Vous avez 25%. François a dit 20%, un cinquième. On est dans les mêmes ratios, hein, c'est les mêmes données. En gros, 20 à 25% du gain d'espérance de vie, c'est le système de soins. C'est pas rien. Mais quand on dit ça, on oublie que 75%, ce sont les conditions de vie. Et on oublie des choses que tout le monde sait, hein, l'accès à l'eau, l'accès à des bonnes conditions de vie, le fait de s'être nettoyé les mains, par exemple, sont des facteurs qui sont autrement plus importants. Le fait d'avoir enlevé les plombs dans les peintures sont des facteurs qui ont un impact sur la santé des populations bien au-dessus que certains antibiotiques, par exemple. Les inégalités, je vais vraiment aller très vite parce que ça, François l'a dit, hein, il y a des inégalités d'accès. Je veux juste préciser un truc parce que dans le débat actuel, c'est important. Il y a des problèmes d'inégalité d'accès. C'est-à-dire que quand on regarde l'accès pour les bénéficiaires de CMU-C, d'ACS ou d'AME, il est moins bon. Il y a des travaux de l'adresse, des défenseurs des droits, qui montrent que dans des situations de testing, le simple fait de dire que vous bénéficiez de ces minima sociaux fait que vous n'avez pas la même proposition de rendez-vous. Et ça, c'est vrai, quels que soient les professionnels de santé, et c'est encore pire quand ils sont spécialistes. Jusqu'à 1/3 des praticiens modifient leur pratique de rendez-vous selon le profil socio-économique des gens. On est loin du serment, hein. Et on a parfois des refus de soins qui sont clairement discriminatoires dans ces études. Donc il y a quand même un problème d'accès. Et deuxième point, ça aussi, ça a été dit par François, il y a des inégalités tout au long de la prise en charge. C'est ce que j'essaye de vous montrer dans le schéma, vous ne le voyez pas, mais c'est tout le parcours en cancéro. Du risque de développer la maladie jusqu'à la mortalité, il y a des inégalités à toutes les étapes. La probabilité d'être diagnostiqué précocement, d'avoir accès à certains types de traitements, d'avoir accès aux essais thérapeutiques. Tout ça, ça va être socialement différencié. Et donc, on est un pays qui se caractérise par un taux de mortalité traitable, donc accessible par des médicaments, bas par rapport à nos voisins. Par contre, le pendant de ça, c'est qu'on a oublié la prévention, et quand on regarde la mortalité évitable, on n'est pas bon. Et donc on a un système qui est très très bon en termes de curatif, mais on n'est vraiment pas bon en prévention. On a vraiment pensé que c'était pas grave que les gens soient malades, on allait les soigner.
Donc ça, vous avez un modèle conceptuel. Je vais passer vite aussi. Si vous vous intéressez aux déterminants, voilà, modèle conceptuel qui est très bien, qui montre comment finalement le système dans lequel on vit, politique, socio-économique, va jouer sur les inégalités de distribution de la position socio-économique dans un pays, et que donc, vous voyez, la classe sociale, le genre, l'ethnie, l'éducation, l'occupation, les revenus, déterminants de la santé, vont jouer sur les circonstances matérielles, les comportements, les facteurs psychosociaux qui vont, in fine, jouer sur la santé. Et vous voyez que le système de soins n'est pas central dans ce schéma, hein. Il est en bas à droite. Donc c'est vraiment pas le cœur si on veut réduire les inégalités. 5 minutes, c'est parfait, j'ai le même chrono. Implication pour le système de soins, en fait... on a donc, j'ai dit, exposition, susceptibilité différentielle. Donc ça veut dire qu'il y a un rôle majeur des conditions de vie sur la santé et que donc ces conditions de vie elles doivent être mieux intégrées dans le système de santé. Ça doit être intégré dans la prévention, mais peut-être aussi dans la prise en charge. Il y a des travaux qui montrent que certains médicaments pourraient ne pas avoir le même effet en fonction des caractéristiques socio-économiques des gens. Par exemple, des antidépresseurs qui marcheraient moins bien quand on aurait été exposé à des troubles ou à des agressions, par exemple, quand on a été enfant. Donc, qui veut dire que peut-être, même dans la posologie, ça pourrait être intéressant de tenir compte de ces variables. Et ça nécessite de collecter les inégalités sociales de santé dans les systèmes de soins. Aujourd'hui, ça n'y est pas. Ah, je sais que vous l'avez dans un dossier médical, vous n'avez pas le niveau d'études et vous n'avez pas la CSP. Et quand j'en parle à mes collègues, ils me disent « Oh, c'est un peu intrusif. Je viens du VIH, c'est intrusif de demander le niveau d'éducation. » Par rapport aux questions qu'on pose sur la contamination, c'est assez marrant en fait. C'est juste que c'est compliqué voilà, c'est pas encore passé dans les mœurs, donc c'était un petit message à passer. Deuxième, dans l'action, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'action publique? C'est qu'il y a de la santé dans toutes les politiques, ça a été dit. Santé dans toutes les politiques, là où le bas blesse, c'est que, alors que la majorité de la santé est déterminée par les facteurs socio-économiques, on a énormément d'interventions, la très grande majorité, qui vont se fixer que sur 30% du problème, puisqu'ils vont se fixer sur les comportements. La très grande majorité de nos actions sont centrées sur les comportements. Et le problème des actions qui se ciblent sur les comportements, c'est qu'elles ont un grand risque en elles d'aggraver les inégalités. Parce que les individus qui vont être plus en mesure de capter le message, de mettre en pratique le message, seront celles qui auront les plus grosses ressources. Et je reboucle sur ce que disait François, vont être les populations qui vont être socialement plus avantagées. Donc si on se focalise sur le niveau individuel, il y a des gros risques d'augmenter les inégalités. Pourquoi on ne fait rien? C'est vrai qu'on sait plein de choses, et pourquoi on ne fait rien? Je suis d'accord avec François. On ne fait rien parce que je pense qu'on s'est planté en épidémiologie. On a cru comme en médecine que identifier le problème, ça suffisait à proposer une solution. Je vous donne un exemple. On a montré que le tabac était à risque pour la santé, et donc voilà, vous avez la solution, vous n'avez qu'à arrêter de fumer. Mais ce n'est pas parce qu'on a identifié le problème qu'on a dit quelque chose d'intelligent pour pouvoir le réduire. Et donc on doit développer la recherche interventionnelle. On doit aller tester des choses, des solutions, certaines marcheront, certaines ne marcheront pas. Et donc je rejoins ce qu'a dit François, il faut tester, il faut évaluer, et il faut vraiment développer la recherche interventionnelle. Notre collègue Louise Potvin au Québec parle de passer de la science des problèmes à la science des solutions. Et pour ça, il faut aussi intégrer des approches d'universalisme proportionné. Donc je ferai le lien avec la présentation de Christine juste après moi. Approche de l'universalisme proportionné, c'est simple, hein, vous connaissez souvent cette image à gauche, souvent il manque la justice. On a souvent que l'égalité et l'équité. L'égalité, vous voyez, c'est que pour accéder à voir ce match, vous donnez une caisse à tout le monde. Vous voyez bien qu'il y a toujours effectivement le petit garçon, par exemple, ici, ou la petite fille, qui n'arrive pas à avoir le match. L'équité, ce serait de donner 2 caisses à la personne qui est la plus petite, comme ça elle peut voir, et de rien donner au premier. Pour être très très honnête avec vous, c'est compliqué de faire ça. Parce qu'en général, la population qui a les plus grands moyens, si vous lui donnez rien, elle a aussi le plus de pouvoir, y compris de casser votre intervention, y compris de revendiquer le fait qu'elle ait aussi droit à certaines choses. Donc le mieux, c'est vraiment d'intervenir pour tout le monde. On fait une action universelle, personne ne va être mis de côté, mais il va falloir peut-être réfléchir à la proportion des choses. Et vous voyez que la justice, c'est intéressant, au lieu d'essayer de compenser le problème lié à la palissade, on s'intéresse directement à la palissade. On ne met plus une palissade à moi, mais un grillage, on a réglé le problème. L'universalisme proportionné, vous l'avez aussi sur la droite, c'est que vous intervenez sur tout le monde, mais vous voyez que la dose ne va pas être la même. Vous avez une dose rouge complètement à droite, où vous avez des besoins qui sont faibles, on intervient un peu, et vous pouvez intervenir de manière très forte sur la population qui en aurait le plus besoin. Et dernière diapo, pour vous dire que ça ne reste pas que de la théorie. Ici, vous avez différents leviers d'intervention d'universalisme proportionné, c'est ça le UP. Vous pouvez, par exemple, faire les allocations familiales, vous voyez qu'au fur et à mesure que la catégorie sociale s'améliore, vous donnez moins d'argent.
C'est le ticket de cantine, il y a beaucoup de choses qui marchent comme ça. Dans la santé, c'est un petit peu plus rare. Une autre possibilité, c'est une intensité croissante d'une même intervention. Vous faites la même intervention, mais vous allez changer l'intensité. Par exemple, c'est les consultations PMI. On peut venir 1 fois chez vous, 10 fois chez vous, 50 fois chez vous. Vous avez une autre solution, c'est des composantes différentes qui peuvent s'additionner ou se combiner en fonction des besoins. C'est ce qui est le point C. Vous voyez que ça commence déjà en termes de composés de l'intervention à être différents en fonction des groupes sociaux. Et enfin, la dernière intervention sont des composantes différentes qui sont chacune adaptées aux besoins de la population, où donc là on fait différentes interventions en fonction des populations. Tout ça rentre dans l'universalisme proportionné, et ce sont des choses qu'on doit encore développer en France, parce que je dirais qu'on en est encore qu'au début, et ça pose quand même aussi des questions éthiques et des questions de discrimination qui ne sont pas simples à résoudre. Je vous remercie pour votre attention. Merci pour votre intervention. Je me fais relais d'une partie des questions. Donc, il y en a une qui concerne les chiffres que vous avez présentés qui sembleraient concerner les populations plutôt citadines. Est-ce qu'il y a des comparaisons ruralité-ville, est-ce que les comparaisons ruralité-ville, montrent plus d'inégalités sociales de santé en ville ? Elles ne concernent pas que les villes. Hein. Les publics, souvent, les données que je montre sont des données qui sont estimées au niveau national, donc ce n'est pas que les villes. Effectivement, il y a des problématiques qui sont liées, qui peuvent être différentes entre rural et urbain. Par exemple, les expositions physiques sont complètement différentes selon que vous habitez à la campagne ou selon que vous habitez en ville. Et donc, il y a effectivement de plus en plus de travaux qui tiennent compte de ça. Je rebondirai sur ce que disait François. Hein. Ce qu'on fait en épidémiologie, c'est que la distance, pour nous, c'est une notion de plus en plus relative. Par exemple, la distance, le fait d'habiter loin, c'est pas en kilomètres qu'il faut regarder ça, c'est en comment la personne le perçoit. Et donc, on fait de plus en plus de modèles dans lesquels on va mettre urbain, rural, les distances par rapport à différents services. Et dans ces modèles-là, aussi des données sociales pour regarder comment les choses se combinent en fonction aussi du territoire. Une fois que je vous ai dit ça, il faut être très franc avec vous. Disposer de telles données en France, c'est l'exception. Et pas la règle. On a toutes les peines du monde en France à croiser des données sociales avec des données de différents domaines. Donc rural, urbain, exposition physique, chimique, c'est extrêmement compliqué. Mais on le fait de plus en plus et les données que je vous ai montrées, elles sont à la fois rurales et urbains. Mais effectivement, il y a des problématiques différentes qui méritent d'être investiguées quand les données sont disponibles. Une autre question, comment emmener la population à demander une meilleure santé environnementale pour amener les politiques à y réfléchir plutôt que de vouloir plus de médecins ? Merci pour cette question. C'est aussi une question que je me pose. Là, je vous parle de ça, mais vous êtes convaincus. Donc c'est très bien. Hein, mais j'aimerais me frotter à des gens qui ne me croient pas. À des gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. Et donc ces personnes-là, avec toutes les raisons, voilà, François l'a dit, hein, elles vont avoir toutes les raisons et les bonnes raisons. C'est pas parce qu'elles sont idiotes, stupides, je sais pas quoi, qu'elles réfléchissent de manière inappropriée. J'aimerais vraiment pouvoir discuter avec ces populations, mais comment on s'y prend, c'est difficile. C'est difficile de pouvoir parler de ces problématiques, finalement, aux populations qui sont le plus concernées par ces inégalités. Donc là, je prends. Hein. J'ai 2 problématiques, je dirais, en tant qu'épidémiologiste. C'est comment je vais aller m'adresser aux populations qui sont les plus exposées. Et le deuxième, c'est comment je m'adresse aux élus. Parce que ça, c'est quand même une problématique d'élus. La situation dans laquelle on est, c'est difficile de dire que c'est la faute aux gens. Même là, même pour eux, la responsabilité individuelle ne peut plus être évoquée. On n'a pas décidé de la famille dans laquelle on est né, et du quartier dans lequel on est né, et du pays dans lequel on est né. Mais c'est extrêmement difficile à faire. Je veux dire, voilà, par rapport à mes collègues d'autres pays, je peux être que jaloux. Je ne sais pas comment on fait. Donc je rebondis sur cette question. Je ne sais pas comment on s'y prend pour pouvoir atteindre les publics qui en auraient le plus besoin. Une autre question, donc ne serait-il pas intéressant ou possible de travailler sur les déterminants des déterminants de santé ? Exemple, qui aboutit sur une question en illustration, pourquoi les personnes défavorisées fument plus que les autres alors que les prix ont été augmentés considérablement ? Alors, pour la deuxième partie de la question, je vous renvoie aux travaux de sociologie dont a parlé François. Hein. Pourquoi les gens fument ? C'est pas parce qu'ils sont cons. C'est pas parce qu'ils n'ont pas compris que c'était mauvais pour leur santé. La cigarette, elle a une fonction sociale. Parce que les copains font pareil, ou les copines font pareil, parce que dans le milieu, c'est comme ça, parce que dans la boîte dans laquelle on travaille, la pause s'appelle la pause cigarette, parce que, parce que dans la vie difficile, mon seul plaisir, c'est de fumer une cigarette et de boire un coup, et que si nous on arrive, et qu'on leur dit tout ça, il faut l'arrêter,
et qu'on ne prend pas conscience de la fonction de ce comportement, on passe à côté du problème. On ne peut pas arriver et leur dire votre seul plaisir c'est la cigarette pour pouvoir gérer, pour vous aider à gérer la situation qui est la vôtre, et leur dire il faut arrêter de fumer quand même, et rien proposer derrière. Donc ça, c'était la deuxième partie de la question. Pour la première, sur les déterminants des déterminants, complètement d'accord. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait qu'on travaille, je parlais des élus juste avant, c'est essayer de travailler avec eux pour essayer de travailler en amont. On parle des déterminants structuraux qui structurent effectivement l'organisation d'une société, et ça peut ne se faire qu'avec des élus. Et pour aller plus loin, je pense que la bonne maille, c'est la mairie. Comme mon accent me trahit, je viens de Toulouse, j'aimerais pouvoir travailler avec la mairie de Toulouse parce que je pense que c'est une bonne maille. C'est une bonne taille pour essayer de connaître en général bien leur territoire. Quand on s'intéresse à la pollution, c'est pas pareil de parler de Toulouse ou de Montpellier. Donc il y a des secteurs qui peuvent être régionaux, il y a des thématiques régionales, mais des thématiques où la taille de la mairie, de la commune, c'est peut-être la bonne taille, mais encore une fois, je suis preneur d'avis sur comment on pourrait s'organiser pour pouvoir organiser des rencontres avec des élus, pour pouvoir échanger sur ces problématiques-là. Merci. Et une dernière question. Est-ce qu'il ne serait pas plus impactant de faire des actions concrètes de prévention au sein, par exemple, d'une entreprise pour lever les freins à l'accès, par exemple, au dépistage, à la prévention ? Alors moi, par rapport à la question sur la prévention, je suis convaincu que c'est la priorité. Et on n'est pas du tout dans cette logique-là, je suis très franc avec vous. Sur 100 € qui vont être mis, s'il y en a 6, 7 qui sont mis dans la prévention, c'est le max. Ouais, alors 2, moi j'avais aussi 2, j'ai vu 6 dernièrement. Alors non, ça me paraît beaucoup. Mais voilà, on n'est pas, en tout cas on est loin du compte. Mais par exemple, la stratégie décennale en cancérologie met en avant la prévention. Mais le fait que les progrès doivent être bénéfiques pour tous. Donc, il y a aussi une dimension d'inégalité. Donc, je suis convaincu qu'il faut faire de la prévention. Et pour répondre à la question, oui, dans les entreprises, ce serait une très, très bonne porte d'entrée. On est souvent très branché sur l'école, parce que c'est des populations qu'on appelle captives. C'est pour ça qu'on peut travailler à une échelle. Voilà, vous êtes un groupe ici, on pourrait imaginer quelque chose. Écoutez, avec les professions, c'est pas simple. Comme vous le savez, à Toulouse, il y a Airbus. Ça fait des années qu'on s'y casse les dents. Dire on aimerait faire la formation à tout Airbus et pas que dans les bureaux d'études, tout Airbus pour pouvoir aller leur parler de tel sujet ou tel sujet, en fait c'est pas simple. Donc je pense qu'après il faut qu'on continue d'insister, mais c'est une très très bonne idée de travailler avec les médecins du travail. Ils sont pas beaucoup, ils sont en situation difficile, et de travailler de plus avec les entreprises. Vous avez complètement raison. Alors, vous m'avez interpellée, donc je suis obligée de répondre. Donc, pour dire oui, on ne fait pas assez sur la prévention, on est bien d'accord. On est bien d'accord, c'est pour ça que c'est l'engagement 1 de notre PRS. Alors, je ne veux pas faire le débat de la table ronde d'avant, mais et oui, il faut travailler autrement sur la prévention. Votre intervention est très intéressante puisqu'on est en train de travailler justement sur d'autres modes. On ne fait pas assez de prévention. Voilà, le sujet, c'est ISS. ISS, il y a le sujet prévention, on est bien d'accord. Et on a le sujet de l'école. Je l'ai cité en introduction, l'école promotrice de la santé. Oui, il faut faire des choses à l'école et on travaille avec les rectorats. Voilà. J'en dirai pas plus, je dirai plus tout à l'heure. Ok. Merci Madame Chauvin. On va arrêter là les questions et passer à l'intervention suivante. Merci beaucoup Cyril.